ici. Aujourd'hui, donc, on va vous présenter un peu notre premier talk sur un sujet d'actualité, qui est voilà, l'IA et l'observabilité. Donc, on va essayer de faire rapide, on n'a que 20 minutes. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de Maxence, qui est Product Owner Observabilité chez Partenaire, et donc moi-même, qui est expert observabilité chez Partenaire également. On s'est peut-être déjà croisés, certains, dans des contextes du Auchan, du ADO, du Decathlon, enfin, tous les clients un peu du Nord. Ça fait une quinzaine d'années qu'on vadrouille tous les deux dans le coin, donc on fait l'observabilité et du monitoring depuis un petit moment. Donc, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir un petit peu un petit tour d'horizon de ce que l'IA apporte à l'observabilité. Après, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut surveiller l'IA grâce à l'observabilité. Et on va terminer sur tout ce qui est data observabilité. Je donne la main à Maxence. Donc on va commencer par l'IA, on va plus loin que nous. Donc quelques chiffres pour commencer. Je ne vais pas tous les citer, mais s'il y en a un qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, plus de 60% des grands groupes utilisent l'IA au quotidien. Donc c'est assez intéressant. Pour commencer sur la présentation, alors on risque de ne pas avoir énormément de temps parce que le programme est assez chargé. Donc si vous avez des questions, on vous les laissera pour la fin. N'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Donc les trois différents types d'intelligence artificielle. La première, c'est l'IA générative. Donc la plus connue, ça va être ChatGPT. Vous lui posez une question en langage naturel, quel temps fait-il demain, et il sera capable de vous répondre. La deuxième, ça va être l'IA proactive. Donc vraiment pour anticiper les différents besoins. Le cas le plus simple et le plus basique, vous avez un espace disque qui se remplit tous les jours. À partir de quand mon espace disque sera à 100%. Et le dernier, qui est l'IA causale, qui est paradoxalement la moins intelligente, mais qui aujourd'hui rend le plus de services, qui va vraiment identifier les différentes dépendances entre les différents éléments. Donc pour faire simple, j'ai mon application A qui vient de cracher parce que derrière j'ai une dépendance avec une autre application dont la base de données a craché également. Et donc c'est vraiment pour voir les différentes interactions. Donc aujourd'hui, en fait, nous on se base sur... on est partenaire avec trois éditeurs principaux. Donc on a Dynatrace, Datadog et Elastic. Donc on reste avec ces trois éditeurs pour la présentation puisque c'est les outils les plus utilisés chez nos clients. Donc la première, c'est Dynatrace. Donc aujourd'hui, ils ont quoi comme IA? Ils ont la partie Davis, donc c'est l'IA causale. Donc vraiment tout ce qui est analyse de différentes dépendances. Donc ça c'est assez intéressant chez eux, c'est que ça fait depuis plusieurs années qu'ils l'utilisent et des personnes qui ne sont pas forcément compétentes d'un point de vue purement technique vont être capables de pouvoir identifier assez rapidement où se situe le problème, en tout cas d'aiguiller dans un premier temps. La deuxième chose qu'ils ont déployée, ça va être Davis Forecast Analysis et Davis Copilot. Donc le premier, ça va vraiment pour faire tout ce qui est projection. Et le deuxième, la Copilot, donc pour poser des questions en langage naturel, de type « je veux créer mon workflow avec telle et telle étape, merci de me fournir la trame principale ». Il peut répondre aussi à certains besoins comme tout ce qui est DQL, donc répondre une requête pour générer un histogramme à partir de logs, mais ça reste assez basique pour le moment. Le second outil, donc Datadog, on est plutôt sur un outil qui s'appelle BitsAI. Donc là, il est capable aussi de faire tout ce qui est analyse prédictive. Il va aussi être capable de faire tout ce qui est résolution de problèmes en proposant aux développeurs des solutions de remédiation directement au niveau du code. Et il va être également, il va aussi vous aider sur des ébauches de post-mortem, donc assez intéressant pour des gains de temps en cas d'incident. Et le dernier outil qu'on va présenter aujourd'hui, ça va être Elastic. Alors là, ils ont une méthode qui est assez intéressante aussi de leur côté, c'est qu'ils ont deux outils, donc assistant AI. Contrairement à Datadog et Dynatrace qui travaillent sur l'intelligence artificielle directement, Elastic, ils ont fait le choix de s'intégrer directement avec les différents LLM. Vous pouvez le plugger à la fois sur du Mistral, sur ChatGPT ou n'importe quel insistant. Et à côté de ça, ils ont leur partie Search AI qui va être capable de pouvoir interroger leur base de données, mais également, comme ils ont un vecteur search au niveau de leur moteur de recherche, de pouvoir indexer des documents et aller rechercher directement dessus. Donc ce qu'on va vous proposer, une petite démo sur la partie
Vas-y, merci. J'aime pas les Mac. Je suis pas Mac, hein, je suis désolé. Il est là. Ok, ça va. Donc en fait, ici, on a... Alors, putain, c'est facile. Il faut que tu montes. Donc là, on a un petit projet. En fait, c'est un squid qui fonctionne en permanence. Et à chaque fois que je vais l'interroger, le squid, donc là, j'ai un petit test tout simplement. On va prendre, désolé, celui-là. Hop, on va activer le petit squid. Si on veut rechercher n'importe quoi, voilà, il va essayer de me connecter. Et à partir du moment où j'ai plus de 10 occurrences, il va me générer une alerte de manière automatique. Ça, je vais le retrouver. Hop. Je vais le retrouver. Touc. Disable. Donc on va retrouver ici dans notre interface, donc là c'est du élastique. On a un petit AI assistant qui se retrouve ici et automatiquement il va me trapper les incidents. Donc normalement je le plug dans un Slack qui récupère l'information et qui va me lister de manière complètement automatique les différentes informations. Donc pour l'instant ce que je vais demander de configurer, c'est de m'envoyer l'alerte avec un histogramme pour montrer le nombre d'occurrences qu'il y a pu y avoir sur la dernière demi-heure. Et après, à ce niveau-là, en fait, on va lui poser différentes questions. Ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, il m'a généré ma requête SQL que je vais pouvoir capturer, la rejouer et la modifier si besoin. Donc là, par exemple, s'il y a un truc qui m'intéresse, j'espère que vous allez pouvoir voir, c'est quelles sont les adresses IP les plus utilisées. Alors, désolé pour la faute de français, ça va être plus facile. Donc là, il va essayer de me générer la requête. Il va me lister toutes les... Alors, je te laisse monter dans 7 minutes. Tac. Pour faire simple. Alors, une petite commande plus rapide. J'ai préparé à l'avance les différentes questions, comme ça au moins ça évite de tout taper. Donc là, typiquement, je vais demander pour répondre à... Alors, je vois même plus la réponse. Donc là, il m'a généré une requête, donc je vais demander justement de me lister les différentes requêtes, les différentes adresses IP les plus utilisées. Il va me générer la requête ESQL. Et en théorie, on peut lui poser différentes questions comme quelle est la localisation des différentes IP. Alors, je ne sais pas si je vais réussir. Merci. Je suis le porteur. Hein. Et après, je vais m'arrêter là. Hop. Ouais, sinon, je vais faire comme ça. Pour faire plus simple, ça va être plus rapide. Là, j'avais fait un petit exemple. Comme ça, c'est plus rapide. Alors, par exemple, là, j'avais dit, voici 10 URL. Peux-tu me lister les 10 URL les plus originales et les plus demandées parmi les connexions rejetées? Donc là, il m'a fourni un petit tableau avec les différentes URL, le nombre. On peut lui demander un histogramme associé par rapport à ça. Je lui avais demandé un heatmap au préalable. Ici, je lui avais demandé juste, est-ce que c'est possible d'avoir le nombre d'appels avec la localisation, et automatiquement, il m'a construit les requêtes DQL. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil qui est assez sympathique à utiliser pour les personnes qui ne maîtrisent pas ni le langage de requête, ni où se situent les données dans les index, et ça va vraiment vous aider au quotidien. Par contre, ce que vous pouvez constater, c'est qu'effectivement, quand on fait des requêtes de ce type, vous pouvez voir, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit temps de latence avant que ça redémarre. Donc, ce qu'on constate au quotidien, nous, avec les différents outils d'intelligence artificielle, c'est qu'il y a vraiment de la latence sur certaines questions. Ça dépend de votre connexion, de la question que vous allez poser et de la puissance qu'il y a derrière aussi pour répondre à ces besoins. C'est pour ça que derrière, ce qui peut être intéressant, ça va être le sujet de Yann qui va vous expliquer un petit peu toute la partie de la supervision de l'IA. Voilà, je vais prendre la suite. Hop, on va afficher ici, voilà.
Donc, comment est-ce qu'on va observer un peu l'IA? Parce que voilà, ça reste une grosse boîte noire, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Et nous, on aimerait bien voir un peu ce qui se passe sous le capot, voir qui en fait quoi, s'il n'y a pas des petits trucs, etc. Donc, voilà, donc pourquoi observer donc le LLM en l'occurrence? Donc pour déjà, une première raison, comme Maxence l'a dit, la performance. Nos utilisateurs aujourd'hui et demain vont être confrontés à l'ULM et il ne faut pas qu'ils attendent 30 secondes pour une réponse, il faut que ce soit quand même assez rapide. Aussi, identifier des erreurs. Là, vous avez peut-être déjà vu les fermatrolls sur Twitter qui déconnent un petit peu puis qui mettent des erreurs et personne ne s'en rend compte. Nous, face à un client, ça c'est moyen. Et aussi, et suivre un petit peu tout ce qui est dérive. Donc ça peut être des prompts injections pour la partie sécurité, des comportements toxiques de clients ou même votre IA qui peut répondre aussi des choses pas très sympas. Et aussi des hallucinations. Là, un bon exemple, ChatGPT qui vous dit qu'on dit une chocolatine et pas un chocolat, ce qui est une hallucination totale. C'est faux. Donc alors, quel outil utiliser? Voilà, donc on a plein d'outils que vous connaissez, hein, du Grafana, du Dynatrace, du Splunk et du Datadog. Et donc tous ces différents outils font observabilité. Et donc bon, là aujourd'hui, on en a choisi un spécifiquement qui a sorti une feature dédiée pour le LLM, donc qui est Datadog. Donc on va vous présenter un petit peu. Donc il répond voilà, aux différentes problématiques qu'on avait juste avant. Donc identifier les erreurs et les analyser, évaluer un petit peu la qualité de ce qui est retourné, protéger aussi un peu tout ce qui est données sensibles, repérer voilà, les attaques, etc. Et donc c'est une feature qui est sortie en juin 2024, à peu près. Et donc bon, c'est encore, mon point de vue, c'est encore un petit peu embryonnaire, c'est un petit peu le début, hein. C'est les premiers qui ont dégainé une offre utilisable. Donc ça fait quand même certaines choses qui sont pas mal, mais ça promet un petit peu de ce qu'on aura demain. Et donc pour l'instant, c'est compatible, on va dire, sur l'auto-instrumentation, sur les grosses technos du moment, OpenAI, AWS et Anthropic. Donc on va faire donc une petite démo. J'espère que ça aille mieux. Hop. Donc, on a pris un exemple vraiment un petit script Python qui va vraiment simuler un chatbot. Voilà, donc c'est un chatbot d'un site de e-commerce. Donc, on va avoir notre code habituel qui démarre le Python ici. Hop, et c'est pas la bonne fenêtre. Attendez. Il faut mettre la bonne fenêtre, ce sera mieux. C'est ici. Voilà. Donc on a ici le début script de Python, donc là on va l'exécuter en direct. Après on a la partie Datadog, donc on rajoute une toute petite partie, c'est pas très intrusif. Et donc tant qu'après vous utilisez de l'OpenAI, etc., ce sera instrumenté automatiquement. Donc ça c'est la seule modif qu'on fait dans le code. Après voilà, on a toute la partie classique entre guillemets, donc le prompt qu'on prépare, etc. Et là donc j'ai généré bien sûr avec de l'IA toute une série de questions, donc pour simuler des clients qui posent des questions pas toujours sympas, quoi. Et donc on va aller voir après immédiatement ce que ça donne dans Datadog. Hop. Donc on a notre magnifique la boutique lilloise. Donc on va retrouver vraiment tous les échanges qu'on a eus au niveau du LM. Bon, là c'est des trucs précédents, mais les nouveaux vont arriver. Et donc on peut vraiment voir ce que l'utilisateur a envoyé, le prompt qui était configuré, ce qui a été retourné, en combien de temps, quel est le modèle utilisé, etc., etc. Et donc après, la force qu'on a eu Datadog, c'est qu'il va utiliser de l'IA pour pouvoir évaluer l'IA. Bon, c'est un peu le serpent qui est sur la queue. Mais donc, on va retrouver ici, par exemple, comme on voyait tout à l'heure, tout ce qui est comportement toxique. Donc on va voir ici, on peut voir des gens qui n'ont pas été très sympas, qui disent des choses, votre test est médiocre, c'est pas très sympa. Il y a plus toxique que ça, hein. J'ai été gentil.
Ou après, on va pouvoir avoir des prompts d'injection. Donc, pareil, des prompts d'injection gentils qui n'ont pas marché. Comme là, par exemple, voilà, quelqu'un qui demande le numéro de téléphone d'un autre client. Sur un LLM mal fait, ça peut marcher. Donc là, on va vouloir détecter ça pour après peut-être se protéger, bloquer un utilisateur, etc. Alors après, ouais, comme Maxence disait, donc, ça peut aussi être très long. Donc là, on va voir un autre exemple d'un appel LLM qui est un peu plus complexe. Voilà. Donc là, c'est vraiment un traitement sur lequel il y a eu plusieurs appels. Mais là, on voit par exemple que cet appel, il a duré 16 secondes. En fait, on a 3 appels vers OpenAI, dont 2 qui durent 5 secondes 7. Donc là, typiquement, peut-être qu'il faudra optimiser un petit peu l'appel qui est fait pour essayer de le réduire. Voilà, changer un peu son prompt, peut-être faire moins d'appels. Voilà. Il y a du boulot à faire. Et après, donc, dernière partie, c'est donc la partie cluster. Donc là, il va vraiment analyser un petit peu tout ce qui se passe, tous les échanges, etc. Et il va essayer de catégoriser un peu sur différents sujets. Là, par exemple, donc là j'ai affiché donc, les différents sujets que lui, il a ressortis, et j'ai essayé d'afficher tout ce qui était sentiments, pour voir un petit peu les sentiments positifs, négatifs. Là, on voit par exemple, donc, sur le service client, c'est quand même très négatif, que par exemple, le service client, il est pas très bon. Donc il faut peut-être s'améliorer un peu là-dessus, il y a un peu de boulot. Oh, ça fait beaucoup plus de choses, si vous voulez en savoir plus, on est là. Et je passe la main pour la fin. Toujours note. Voilà. Donc pour essayer de finir un petit peu sur la partie observabilité et l'IA, donc en fait on a la dernière partie qui s'appelle la data observabilité. Donc qu'est-ce que c'est que la data observabilité? Donc en fait pour essayer de comprendre le plus simple, c'est vraiment l'identification et la visualisation des données. On a commencé la supervision avec des outils un petit peu basiques, entre guillemets, comme Zabbix, Centreon, qui vont venir vraiment superviser tout ce qui est CPU, RAM, disque. On est monté d'un cran avec l'observabilité, qui est venu vraiment avoir une vision plutôt utilisateur et une vision plutôt très orientée applicatif. Et maintenant, le cœur du métier, ça va être vraiment de superviser la partie data. Je m'explique tout de suite. C'est tout simplement, imaginons que vous faites un call API, si vous répondez 200, c'est que tout fonctionne bien d'un point de vue technique, mais c'est pas pour autant, si on vient voir regarder le payload de l'appel, on peut se rendre compte qu'il y a une génération une exception qui a été générée, mais qui a quand même été retournée comme avec un code 200. L'exemple le plus parlant, ça va être ce qu'il faut imaginer, vous avez une assurance vie, vous avez 3 bénéficiaires, et du jour au lendemain, vous allez vous connecter sur votre interface de votre banque ou de votre assurance, et vous envoyez 5. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout simplement, vous avez un autre client qui, exactement au même moment, a fait le même type d'appel. Il a retourné 5 bénéficiaires, et donc du coup, il y en a 2 qui étaient dans la mémoire tampon, qui a été retransmis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour le client? Une inquiétude, il appelle sa banque, son assurance, disant qu'est-ce qui se passe? Mon argent va partir à un bénéficiaire. Perte d'image et perte de crédibilité aussi pour l'organisme. Donc, c'est un petit peu l'enjeu de demain, c'est vraiment de comprendre comment on va pouvoir observer toutes ces données, parce que ça va générer un volume qui est assez conséquent de données. On a tout ce qui est notion de RGPD également. Donc ça, il va falloir répondre aussi à ces normes européennes. Il y a tout ce qui est traçabilité. Donc toutes ces données-là sont extrêmement complexes à générer à superviser d'un point de vue humain. Donc aujourd'hui, l'IA, on est qu'au prémices, on a des outils de data observabilité qui existent, qui ne sont pas encore greffés sur les outils d'observabilité classiques, donc ils sont très décorrélés, ils sont très spécialisés sur 1 ou 2 événements, mais ça reste assez marginal. Là maintenant, on est dans une optique où les gros éditeurs commencent à travailler sur ce type de sujet. Et demain, c'est d'utiliser l'IA en même temps avec l'observabilité. Ça va te permettre de mieux maîtriser ces données, aider à l'analyse et surtout les rendre plus accessibles aux développeurs pour qu'ils puissent identifier, donc aussi bien aux développeurs mais aux responsables d'application, pour se responsabiliser et de pouvoir répondre plus rapidement en cas de crise, notamment pour tout ce qui est fuite de données, etc.
Alors, on vous remercie pour cette présentation qui a été assez courte mais assez contenue. Donc si vous avez des feedbacks à nous proposer, n'hésitez pas à scanner le QR code. Et si vous avez des questions, il doit rester à peu près un peu moins d'1 minute. Donc n'hésitez pas. Donc, une petite question. Alors. Pas de questions? C'était très clair. Alors. Bah, merci. Ah, si, là-bas. Quid dans Datadog des données personnelles, de tout ce qui est visible, des prompts des gens, si jamais des données... C'est une super question. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, tu es dans l'exemple que j'ai donné avec la partie prompt injection. En fait, normalement, dans la question qui était posée, la personne demandait le numéro de téléphone en précisant un mail. En fait, Datadog, il va détecter différents patterns, comme des mails, des numéros de téléphone, etc. Et donc, il va remplacer le mail par décrocher, email, et voilà. Au moins, quand on va voir dedans, on ne voit pas ce que la personne a mis. Après, ouais, il ne faut pas donner non plus accès à ça à tout le monde, parce qu'il peut quand même y avoir quelques données perso qui peuvent apparaître. Hein. Il faut le limiter un petit peu. Ça marche, merci. Après, grosso modo, hein, les différents outils ils ont forcément des contrôles à faire pour la sécurité, pour pouvoir masquer les données personnelles et les données sensibles. Donc ça, c'est intégré directement dans les outils, donc normalement, il n'y a aucun souci. Bah, merci.